Hello, je suis Aline, coach business chez The Big Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 289 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, je vais parler à tous ceux d'entre vous qui sont encore salariés et qui ont créé leur business à côté, peut-être à la base uniquement en tant que side business pour exploiter votre hobby, votre passion, voire même mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ou alors même dans l'optique un jour potentiellement de poser votre DEM et de faire de votre side business, de votre entreprise, votre activité à temps plein. Quelle que soit votre situation, si à un moment vous êtes salarié et que vous dites est-ce que c'est le bon moment pour moi de poser ma démission? Quelles sont les meilleures conditions légales, juridiques et financières aussi pour le faire? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Comment est-ce que je peux exercer mon activité en même temps que mon job? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention? Aujourd'hui est un épisode qui va vous apporter plein d'éléments de réponse et je ne serai pas seule puisque je suis accompagnée de Maître Souad Abdelbari qui est spécialiste en droit du travail et tout spécifiquement en rupture conventionnelle, si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par ça. Et je lui ai posé toutes mes questions sur comment quitter son salariat pour se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et sans plus de transition, voici mon échange avec elle et moi je vous retrouve pour la conclusion. Hello Souad et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie Aline pour ton invitation. Parfait. Est-ce que tu es prête à entamer le sujet du jour qui va être un mélange entre des sujets légaux, qui est quand même un peu ta zone de prédilection, mais aussi un petit peu des sujets mindset, parce qu'il y a tous ces envies d'oser, ces peurs d'oser. Est-ce que c'est le moment de franchir le pas? Est-ce que c'est pas le bon moment? Es-tu prête à nous faire bénéficier de ton savoir, de ta science et peut-être même aussi de ton parcours à toi? Ouais, je suis prête, avec plaisir. Trop bien. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas en 3 points ou 3 faits, lesquels tu choisirais? Je suis avocate en droit du travail. Je suis également coach depuis quelques temps et j'accompagne les salariés qui veulent changer de vie, disons. Sur la thématique légale de comment se reconvertir, etc., le coaching ou toute thématique confondue? Sur la thématique de comment, plus précisément, de comment quitter son emploi tout en sécurisant le départ de l'entreprise. Ok, génial. Et du coup, la première question qui me vient, qui n'était même pas prévue, mais j'ai envie d'aller creuser là-bas, c'est comment est-ce que tu arrives à concilier à la fois le travail d'avocate, qui, dans ma perception à moi, a l'air quand même d'être un travail passion, mais un travail hyper prenant en termes de temps, et ton travail de coach? Alors, mon travail de coach est très récent, hein. Je me suis formée récemment. Donc, disons que j'intègre du coaching dans l'accompagnement de mes clients qui viennent me voir parce que je suis avocate. Donc, je suis principalement avocate et accessoirement coach. Et pour aller jusqu'au bout, je suis principalement coach pour des avocates qui veulent développer leur cabinet, etc. Donc, c'est la casquette de coach, je l'utilise un petit peu pour aider les salariés qui viennent me voir pour des problématiques légales et pour négocier leur départ, mais principalement pour les avocates qui veulent développer leur cabinet. D'accord, ça fait plus sens. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place de mon côté. Merci pour la clarification. J'ai pris pour habitude de faire un petit portrait chinois avec mes invités quand je les reçois. Tu connais le concept? Oui. Voilà, je te pose des questions, tu réponds du tac au tac. Ça permet de te connaître sous un autre angle que les faits que tu nous as cités. Première question pour toi. Quel serait un livre que tu as adoré récemment? Tant que le café est encore chaud. Pas du tout business, mais avec des belles leçons de vie. Un roman, du coup? Ouais. Magnifique. Une citation qui t'accompagne au quotidien? Tomber pour mieux se relever. Le dernier achat dont tu es la plus heureuse? Ouh là là, c'est difficile. Une robe. Une jolie robe d'été. Moi, ça me va. Tu pourrais demander à moi, je t'aurais dit un canapé, donc tu vois. Une application dont tu ne pourrais pas te passer? WhatsApp. Et dernière question, quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Ah, ça te touche beaucoup dans ta mission, j'imagine, d'avocate, puis maintenant de coach aussi. Oui, tout à fait. Merci d'avoir joué le jeu. J'ai une première question pour toi. Donc, les auditeurs, pour la plupart, sont tous passionnés et intéressés par l'entrepreneuriat. Certains d'entre eux en vivent déjà à temps plein, mais une majorité d'entre eux, soit c'est un side project en plus de leur job salarié, soit ils sont salariés, ils sont en train de commencer les prémices de leur projet entrepreneurial, mais se posent déjà la question, parce qu'on sait qu'on aime bien anticiper, de comment est-ce que je peux concilier le salariat et l'entrepreneuriat légalement, administrativement, et même en termes de sens, on peut dire. Et aussi, quand est-ce que
c'est le bon moment pour moi de quitter mon salariat pour me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, au travers de tous les cas que tu as vu passer dans ta profession d'avocate, il y a des signaux qui font que ça dit OK, c'est le bon moment? Oui, alors moi, on vient souvent me voir quand il y a des problématiques, parce que qui dit avocate dit en général dans l'esprit des gens, il y a un problème. Donc, on vient me voir souvent quand il y a une situation de surcharge au travail, des cadres qui sont épuisés parce que plein de projets, beaucoup de pression, etc. Donc, je dirais un cas de surcharge au travail, il y a un petit peu de lassitude, de j'ai fait le tour de mon poste, j'ai fait le tour de l'entreprise et j'ai envie d'autre chose. Il peut y avoir aussi des situations de harcèlement moral, mais bon, là, ça implique d'autres choses en termes de santé, etc. Et donc, je dirais principalement, on a fait le tour du poste, on a fait le tour de l'entreprise, ou alors, plus globalement, j'ai fait le tour du salariat et j'ai envie de plus d'indépendance, j'ai envie de me réaliser et de faire quelque chose pour moi et qui a du sens pour moi. Du coup, c'est bien parce que ça montre vraiment le spectre des possibles. Mais ce que j'entends aussi quand tu dis, qui dit avocat dit souvent problème, moi, là où j'ai envie de rebondir, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre le point de non-retour en termes de fatigue, en termes de mal-être, en termes d'épuisement, pour se dire, OK, c'est le bon moment de quitter, quoi. Ne pas attendre le point de rupture, mais anticiper un petit peu. Exactement, exactement, ouais. C'est beaucoup plus facile d'anticiper pour mettre en place une stratégie pour, par exemple, négocier un départ de l'entreprise. Voilà, et j'ai la sensation, alors tu vas me confirmer ou pas en termes de stratégie si c'est ça qu'on peut faire, c'est que ne pas attendre le point de rupture fait qu'on sera plus fort aussi dans notre négociation de départ parce que, mettons par exemple, je suis épuisée. Il y a un peu de harcèlement qui se met en place, mon side project commence à bien se développer, mais j'y travaille tellement que je suis au bout du rouleau et je sais que j'ai pas le choix que de faire le choix entre salariat et entrepreneuriat. Je choisis l'entrepreneuriat, je vais voir mon patron, mais si je suis épuisée et que je sens que de toute façon c'est la décision qu'il faut prendre, quelque part je vais pas pouvoir négocier et je vais être prête à accepter n'importe quoi de la part de mon patron en termes de proposition parce que, entre guillemets, j'ai plus le choix. Alors que si je me prévois ça un peu plus en amont, j'ai une position de négociation quand même pour partir dans les meilleures conditions. Oui, c'est ça, on est beaucoup plus vulnérable. Déjà, de base, on est vulnérable parce qu'on est salarié et donc on est sous la subordination de l'employeur, et ce, quel que soit le poste, qu'on soit cadre, cadre supérieur. Mais quand on se sent mal, effectivement, on est encore plus vulnérable. La peur de passer à côté de quelque chose, bon, tu connais bien ce sujet-là. Oui, exactement, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes. Donc, j'aime bien suivre cet ordre chronologique. Voilà, j'ai mon side project qui est en train d'exploser, je suis épuisée, ça se passe mal à mon travail. Non, même pas ça se passe mal. En fait, ça se passe plutôt bien à mon travail, mais je m'ennuie de ouf. Je suis épuisée par mon side project et je me dis que c'est le bon moment pour jumper. Donc, je suis un peu au bord du rouleau, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Je me dirige vers le bureau de mon patron. Quelles sont les différentes manières que je peux envisager pour quitter mon emploi? Est-ce que forcément c'est je pose ma dème et je m'en vais? Non, moi, je ne recommande pas de poser sa dème parce que, comme la plupart le savent, dans la plupart des cas, on n'a pas le droit au chômage quand on pose sa démission. Il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas évident. Le mieux, c'est de négocier une rupture conventionnelle et c'est ce que font la plupart de mes clients qui veulent créer un business, soit un side project, soit après leur départ. Donc, ce que je recommande, c'est effectivement de mettre en place une stratégie pour négocier son départ de l'entreprise. Est-ce que je dis du coup à mon patron, j'ai envie de créer une entreprise, est-ce qu'on peut négocier une rupture co? Est-ce que je lui communique ce souhait ou est-ce qu'au contraire, je me garde bien de lui dire? Dans la plupart des cas, je recommande de ne pas le dire, surtout si c'est un business qui est concurrent ou presque. Il a rarement intérêt à dire « Ok, vas-y, je t'encourage à créer ton truc. » Donc, dans la plupart des cas, je recommande de ne pas le dire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mentir, mais en tout cas, ne pas donner toutes les informations à son employeur, parce que l'idée, c'est surtout de trouver l'intérêt que peut avoir l'employeur à nous accorder ce départ. Il faut qu'il y trouve son compte aussi. C'est vrai que j'ai eu le cas récemment avec une coachée côté Postadem, du coup, qui est mon second business, et où justement, c'est pas commis l'erreur, mais en tout cas, elle avait communiqué à sa direction qu'elle montait son auto-entreprise, et même si elle quittait un gros groupe dans lequel elle faisait du management et de la gestion de projet, pour eux, le fait de l'avoir créé une auto-entreprise pour faire du management et de la gestion de projet, alors que c'était pas du tout la même échelle, c'était pas du tout la même clientèle cible non plus, et ben ça leur avait fait suffisamment peur. Est-ce que c'était une vraie peur fondée parce qu'il y a eu méconnaissance de leur côté ou est-ce qu'ils se sont juste servis de ça pour appuyer un petit peu dessus? Mais du coup, ça a été très complexe pour elles de pouvoir partir dans les meilleures conditions à cause de ça. Ouais, je rajoute juste une petite précision là-dessus. Dans certains cas, le fait de cacher une information importante, ça peut aussi permettre à l'employeur ensuite de se retourner contre le salarié. Donc l'idée, c'est pas de lui mentir et de s'inventer une autre histoire. C'est d'être suffisamment malin pour ne pas débarquer dès le départ. Ça peut venir par la suite de dire, j'aimerais me lancer à mon compte, etc.
sans dire que les choses sont déjà prêtes à être lancées. Mais attention quand même, c'est assez touchy de trouver la juste frontière entre je ne dis rien et je dis tout. Bah, justement, ça allait enclencher sur une de mes questions d'après. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des contrats de travail qui existent. Dans la plupart des contrats de travail, il y a une clause de non-concurrence. Alors, qui bien souvent est abusive et employée surtout à des fins abusives, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus nuancé que ce que les patrons veulent bien nous faire croire parfois. Est-ce que, avant même d'aller dans le bureau de mon patron et d'essayer de lui parler de rupture conventionnelle, il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention dans mon contrat de travail? Il y a des choses qu'il faut que je regarde en amont pour me préparer. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ouais, effectivement, il faut regarder son contrat de travail. Il y a 2 clauses qui vont être importantes. La première clause, c'est la clause d'exclusivité. Mhm. L'exclusivité, ça s'applique pendant l'exécution. Ça veut dire que je n'ai pas encore quitté l'entreprise, mon contrat n'est pas encore rompu. Donc cette clause, en général, elle prévoit que je n'ai pas le droit d'avoir une autre activité. Normalement, il faut délimiter l'activité, hein. On n'a pas le droit de nous interdire de ne rien faire à côté, sauf cas exceptionnels. Mais en tous les cas, il faut regarder s'il existe une clause d'exclusivité qui nous limite. Et s'il existe cette clause-là, alors on pourrait être limité déjà au stade de créer un side project pendant qu'on est toujours en contrat. Donc faire attention à ça, ouais. Ouais, ça c'est la première des choses. Et il y a la clause de non-concurrence qui s'applique après la rupture du contrat et par laquelle l'employeur va limiter le salarié. Cette clause de non-concurrence, elle répond à plusieurs conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous interdire de tout faire dans toute la France pendant 5 ans, ce serait injuste et ce serait contraire à la liberté d'entreprendre du salarié. Donc il faut la limiter géographiquement, il faut la limiter aussi dans le temps. Elle ne doit pas durer trop longtemps et il faut qu'elle soit surtout justifiée par les intérêts de la société. Donc, bien s'assurer que cette clause-là, si elle existe, qu'elle soit levée lors de la rupture du contrat de travail. Et si elle n'est pas levée et qu'elle s'applique, alors l'employeur a l'obligation, et ça c'est prévu par la clause, de nous verser une indemnité pour justement compenser le fait qu'on ne puisse pas avoir une activité concurrente. Et là, c'est hyper important ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette information en tête, et puis les patrons, bien évidemment, se gardent bien de mettre le doigt dessus. C'est que la clause de non-concurrence m'empêche de créer une activité d'une certaine concurrence dans un certain périmètre géographique, mais si je décide de ne pas le faire, je dois percevoir une indemnité à mon départ. Si je ne Exactement, perçois pas d'indemnité à mon départ, la clause est caduque et je peux quand même faire tout ce que je veux. c'est ça. Voilà. Mais c'est bien de le rappeler parce que souvent, on croit que cette clause, elle est, entre guillemets, rattachée à notre contrat et qu'en fait, on a cette épée de Damoclès qui nous plane au-dessus de la tête à notre sortie de notre salariat. Mais on oublie que, bah non, on n'a pas reçu d'indemnité, donc en fait, la clause, elle est non valable, quoi. Ouais, je vais juste nuancer un petit peu. Je veux bien, parce que c'est mes petites connaissances. Ouais, c'est juste que ce que je recommande, si vraiment il y a un sujet sur cette clause de non-concurrence, c'est de consulter un avocat en droit du travail rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de litiges, il y a vraiment beaucoup de contentieux au prud'homme sur cette question de clause de non-concurrence. Est-ce qu'elle est applicable ou pas? Donc vraiment, si vous voyez que ça commence à débattre sur la validité et l'application, il faut prendre rendez-vous avec un avocat. Et comme ça, vous êtes sûr d'être droit dans vos bottes. Ouais, c'est bien qu'on assiste un peu là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment le point noir que tous les entrepreneurs déjà relèvent et se questionnent aussi avant de créer ou de passer à temps plein sur leur side project, et potentiellement aussi ce qui est un petit peu le plus opaque. Donc effectivement, se dire, bon, est-ce que déjà géographiquement, en termes de concurrence, je suis en dehors ou dans la clause? Est-ce que j'ai reçu des indemnités ou pas? Et s'il y a le moindre doute ou quoi, effectivement, vaut mieux parfois prévenir que guérir. C'est un des rares domaines où moi je dis vaut mieux prévenir et investir plutôt que d'essayer de y aller de foncer sans se poser de questions, et consulter à titre préventif un avocat pour voir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas, et se border, quoi. C'est ça. Mais merci du coup pour la nuance, t'as eu totalement raison de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects juridiques qu'un futur entrepreneur doit prendre en compte avant de quitter son job? C'est principalement la clause d'exclusivité, la clause de non-concurrence qu'il faut bien avoir en tête et vérifier. Après, sur le juridique, bon, on est plutôt libre, hein, dès lors qu'on quitte son emploi, on est plutôt libre d'avoir une autre activité. Donc, je ne vois pas d'autres contraintes là comme ça qui pourraient limiter le salarié. Ok, très clair. Bon, c'est bien, au moins c'est simple. On a nos deux points de vigilance, il n'y a pas 50 milliards de choses différentes à faire. En termes de préparation financière, c'est toujours un peu dur de calculer à l'avance indemnité, pas indemnité, chômage, pas chômage, combien ma prime de départ, les fameuses indemnités pour lever la clause de non-concurrence ou au contraire l'appliquer. Quels sont toi tes conseils que tu pourrais donner à tes clients pour se préparer financièrement à faire le grand saut, entre guillemets? La chose que je recommande, c'est négocier une rupture conventionnelle. Et pourquoi négocier une rupture conventionnelle? Parce que qui dit rupture conventionnelle dit indemnité de départ. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'indemnité de départ,
On a un minimum qui est prévu par la loi ou par la convention collective applicable, mais ce minimum peut être négocié. Moi, j'interviens souvent quand on veut une indemnité qui est supérieure au minimum légal ou conventionnel. Donc, le minimum légal, c'est 1/4 de salaire mensuel par année d'ancienneté. Et Mhm. la convention collective peut prévoir des formes de calcul, des modes de calcul, plus intéressants. Donc là, il faut aller voir dans chaque convention collective. Ça, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être validée, la rupture conventionnelle, si ce minimum n'est pas prévu et n'est pas payé aux salariés. L'autre avantage de la rupture conventionnelle, c'est bénéficier du chômage. Donc ça permet, Mhm. comme tu le sais, de pouvoir lancer son activité en ayant une sécurité. Est-ce qu'il y a une carence entre la fin du contrat sur rupture conventionnelle et le début des indemnités chômage? Est-ce qu'il y a un petit quelques mois à prévoir peut-être? Bon, déjà, il y a 8 jours, ça c'est pour tout le monde. Et ensuite, en fonction de si on a perçu une somme importante, donc on a négocié après la rupture conventionnelle, il y a même, par exemple, pour les congés payés, on peut avoir effectivement une carence, donc un décalage. On ne perd pas, hein, c'est juste décalé, un décalage sur la perception de l'allocation de retour à l'emploi. Et donc là, j'ai une question qui me vient. Donc, je me remets dans la peau de mon cobaye imaginaire de cet épisode de podcast. Donc, j'ai décidé d'aller négocier ma rupture co parce que j'ai écouté le super épisode de podcast de Swad et sur Je peux pas, j'ai business. Qu'est-ce qui va faire que mon patron va accepter une rupture co où, typiquement, clairement, il doit me payer Qu'est-ce qui me garantit que je vais pas rentrer dans son bureau et qu'il me dit, bah non, t'as qu'à démissionner si t'es pas content? Il n'y a pas de garantie, ça c'est certain. Le tout, c'est vraiment de savoir négocier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, ça va être de trouver une bonne raison pour laquelle l'employeur accepterait de nous laisser partir. Donc, il faut creuser, ça dépend des cas. J'ai récemment un responsable commercial qui m'a appelé, qui voulait négocier une rupture conventionnelle. Typiquement, dans ce genre de métier, on a une carte à jouer, puisque donc là, il s'agissait d'atteindre des objectifs. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas faire du chantage en disant si tu ne me laisses pas partir, je n'atteins pas les objectifs. Mais en tous les cas, on peut proposer des choses comme je vais former la personne qui va venir après moi, je suis plus motivée pour ce poste-là, donc tu as plus d'intérêt à me laisser partir et à laisser quelqu'un me remplacer qui sera lui motivé pour le poste, etc. Donc vraiment se dire si je reste, ce sera moins avantageux pour l'employeur que de me laisser partir. Hmm. J'aime beaucoup le fait que tu aies illustré ça avec un exemple d'un de tes clients. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, petites cartes ou petits arguments qu'on peut aligner en fonction de la situation? Donc là, tu as cité le fait que bah, je suis moins motivée, tu as tout intérêt à recruter quelqu'un que je vais en plus former. Est-ce qu'il y a d'autres arguments comme ça qu'on peut sortir pour convaincre le patron? Ouais, alors il y a d'autres arguments, mais il faut faire attention à la manière dont on va Bien les sûr. exploiter. C'est par exemple, je subis une injustice, je suis harcelée au travail par mon supérieur, je vais pas bien, donc tu as tout intérêt à me laisser partir plutôt que je fasse un prud'homme. Mais attention à ne jamais le dire comme ça. Mais il faut que l'employeur puisse comprendre que effectivement, il a mal fait les choses, il n'a pas protégé le salarié, il y a des risques derrière, et donc il vaut mieux en tout cas s'asseoir à une table et essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que de dire non tout de suite et de laisser la situation s'aggraver. C'est très bon point. Effectivement, on n'est pas là pour faire de chantage, mais c'est bien aussi de mettre en avant le fait que finalement, la rupture conventionnelle est un moindre mal vs les potentielles répercussions, pour ne pas citer les prud'hommes ou les choses comme ça par la suite. C'est ça. Et autre argument, là c'est souvent quand un avocat intervient, donc moi quand je négocie un départ, on va appeler ça un départ de manière générale, on fait rarement qu'une rupture conventionnelle. En général, il y a une rupture conventionnelle et derrière, il y a un document qui est très important pour l'employeur notamment, c'est une transaction. Donc, le protocole d'accord transactionnel, c'est un document où on peut prévoir plein de choses comme la confidentialité de l'accord, le fait que l'employeur ne va pas dénigrer le salarié et inversement. Et tout ça, ça permet aussi de prendre en compte des éléments qui pourraient faire peur à l'employeur sur sa réputation, sur d'autres choses. Donc ça peut être aussi intéressant pour lui de négocier et de prévoir une transaction. Donc, par exemple, c'est un peu comme un NDA. En fait, c'est par exemple, si ça se passe mal au travail, le salarié a sa rupture co, mais s'engage à ne rien divulguer sur les conditions de travail dans l'entreprise pendant X années ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, il part avec ses indemnités et le patron, lui, est rassuré sur le fait qu'il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de bad buzz ou de choses comme ça. Exactement. En général, ce qu'on prévoit principalement, c'est le salarié ne saisira aucune juridiction à l'encontre de l'entreprise ou des autres entreprises du groupe. Et après, on peut prévoir plein de choses, c'est libre. Donc là, c'est vraiment, moi, employeur, je regarde ce qui est vraiment important pour moi. Et moi, en tant que salarié, je suis conseillé par mon avocat et je regarde vraiment ce qui est important pour moi. Donc notamment la réputation, la confidentialité, le fait de ne pas être dénigré.
Et est-ce que le fait de dire à son boss qu'on est prêt à faire cette transaction, enfin dans tous les cas elle existe, mais qu'on dit on a connaissance de cette transaction et qu'on est prêt à en négocier les termes, peut être une des cartes qu'on sort pour obtenir notre rupture co. Ouais, tout à fait. Exactement, ça peut être un argument. Et par contre, je ne recommande pas de faire une transaction tout seul. Parce que la transaction, ça veut Ah dire oui, que oui, oui. derrière, on n'a plus aucun recours. Donc, si Mm, on mm, signe mm. quelque chose avec lequel finalement on se rend compte qu'il y a eu une difficulté de compréhension ou des choses n'ont pas été prévues, c'est trop tard. C'est bien de le souligner. Et du coup, tu soulignais aussi que c'était un de tes rôles aussi de négocier ça, d'accompagner le salarié dans cette situation. Est-ce que, personnellement, encore une fois, je remets mon chapeau de cobaye et de, je sais pas, on va l'appeler Jane Doe. Est-ce qu'en tant que Jane, je peux venir te voir, même s'il n'y a pas spécialement de problème dans mon boulot, que je veux juste avoir les meilleures conditions de départ, est-ce que je peux quand même venir te voir en te disant, aide-moi à négocier ma rupture co? Exactement. Moi, je propose 2 formules. La première, c'est assez classique pour un avocat. J'interviens directement auprès de l'entreprise pour dire qu'il y a des difficultés et qu'on aimerait négocier. Ou je suis en off. Et là, c'est une sorte de coaching dans le sens où je dis, tu vas dire ça, tu vas écrire ça, tu vas répondre ça. Et je soutiens et je coach en off le salarié ou la salariée qui me consulte. C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on n'est pas obligé de naviguer à travers tout ça. Je pense tout particulièrement à cette partie de négociation avec l'employeur qui peut être un petit peu intimidante. Il y a quand même un rapport de hiérarchie qui fait qu'on ne peut pas se sentir forcément la posture nécessaire pour communiquer clairement nos besoins, de se dire qu'un avocat, même en off, pour pas faire de drama, qui soit là pour me coacher, me dire quoi faire, c'est quand même très rassurant. Exactement, ça permet de rééquilibrer les forces et d'être soutenu parce qu'on sait que l'aspect mindset, peur joue beaucoup dans les négociations. Tu dois en avoir beaucoup aussi de ça, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Du coup, je reprends une position un petit peu plus méta, je regarde la situation, je reviens en arrière. Je suis Jane, je ne suis pas encore allée voir mon patron, mais vraiment, c'est décidé. Il faut que j'aille le voir et il faut que je lui demande ma rupture co. Quels sont les principaux documents, s'il y en a, et les principales informations, s'il y en a, que je dois rassembler avant même d'aller voir mon patron? Alors, avant d'aller le voir, si on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive, il n'y a pas grand-chose à préparer. Si ce n'est un dossier, des emails, etc., si jamais on est dans la situation où il y a un conflit ou du harcèlement ou des manquements de l'employeur, donc ça, on se les garde pour nous, on ne les présente pas à l'employeur, mais c'est surtout après. Une fois qu'on va avoir l'accord de l'employeur, il va falloir signer des documents. Et donc, l'employeur va nous proposer de signer un formulaire CERFA de rupture conventionnelle qui va prévoir principalement le montant de l'indemnité. Donc là, il va falloir vérifier le montant de l'indemnité. Si on est parti sur le minimum légal, donc un quart de salaire mensuel par année d'ancienneté, et si on a négocié, vérifier si on est bien brut, en net. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder parce qu'il peut y avoir aussi des incompréhensions sur la notion. Voilà, c'est ça. Des incompréhensions. C'est bien, on voit l'avocate qui dit des incompréhensions, moi je dis des filous. Donc, bien vérifier cette notion de brut ou de net. Et ce qui va être prévu par le CERFA également, c'est la date de sortie de l'entreprise. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de notion de préavis quand on signe une rupture conventionnelle. Je donne un exemple. Mettons un cadre qui a 3 mois de préavis dans le cadre d'une démission, qui veut signer une rupture conventionnelle. Il va voir son employeur le 1er septembre. Ils se mettent d'accord le jour même sur la rupture conventionnelle. Mettons qu'il signe ce jour-là la rupture conventionnelle, donc le formulaire. On va avoir des délais impératifs à respecter. Donc là, je bascule sur la partie plus procédurale et administrative de la rupture conventionnelle. Donc, ils vont signer le 1er septembre. Il va y avoir un délai de 15 jours. Il va y avoir un délai de réflexion. Donc, ce qui veut dire que pendant ces 15 jours, on ne peut pas envoyer le formulaire à l'administration. On arrive, disons, le 16 septembre. Le 16 septembre, l'employeur a la possibilité d'adresser ce formulaire à l'administration pour que l'administration, elle, valide. Donc, l'administration, elle va avoir un délai de 15 jours pour valider. Si elle ne valide pas dans le délai de 15 jours, on considère que la rupture conventionnelle est homologuée. Ce qui fait à peu près un délai d'1 mois en tout. Donc, okay. Ça, il faut vraiment... Alors, je me permets de te couper. Quelles seraient les raisons pour lesquelles l'administration ne validerait pas la rupture co? C'est s'il manque des informations ou si les informations indiquées dans le CERFA sont erronées, ou ça peut être une indemnité qui est inférieure à l'indemnité minimale. Très bien. Donc, on a un délai d'1 mois. Donc ça, il faut le garder en tête. Il faut se dire qu'avant d'aller négocier une rupture conventionnelle, je ne pense pas qu'au montant. Je pense aussi à la date à laquelle je veux sortir de l'entreprise. Parce que ça, c'est aussi un point qu'on négocie. Donc moi, si j'y vais le 1er septembre et, mettons, ça n'arrive jamais, que le 1er septembre, j'ai mon accord, est-ce que je suis prête à sortir début octobre ou est-ce que j'ai envie d'attendre la fin de l'année parce que je ne suis pas prête à lancer mon business à côté, parce que j'ai besoin d'avoir mes salaires pour avoir un petit peu d'argent de côté. Donc, bien se mettre d'accord sur la date de rupture
du contrat de travail qui sera indiqué sur ce formulaire Mmh. CERFA. Ça peut être 2 mois, ça peut être, en général, on prévoit 6-7 semaines, mais on peut très bien négocier et dire ce sera après la fin de ce projet dont la date est prévue dans 6 mois, par exemple. Ou alors, comme tu le disais, le fait de se donner suffisamment de temps pour former, par exemple, son successeur, je vais dire prédécesseur, mais c'est Exactement. pas ça. Tout à fait. Hyper intéressant. Ensuite, une fois que ça y est, ma rupture co, parce que c'est le meilleur des scénarios, est signée, est-ce que de mon côté, en tant que Jane, j'ai des opportunités ou des aides qui me facilitent la transition du salariat vers l'entrepreneuriat dans ces cas de figure ou pas? Oui, alors il y a le CPF déjà, on peut mobiliser à tout moment, donc il ne faut pas l'oublier, ça plutôt pour se former, oui, c'est pour se former principalement. Et ensuite, quand je m'inscris à France Travail, je peux bénéficier de l'ARS, qui est une aide pour la création d'entreprise. Donc Mhm. c'est une aide qui est versée, en gros on prend 60% des droits au chômage et on les verse en 2 fois sous forme de capital. Après, il y a plein d'aides qui sont possibles, donc il faut voir au niveau de la CCI, de la BPI, des régions. Certaines régions prévoient des aides pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Donc là, c'est plutôt ces organismes-là qui seront compétents pour renseigner sur toutes les formes d'aides qu'il est possible de Oui, il percevoir. y en a beaucoup. Petite question par rapport à l'ARS. Alors, je me permets de te la poser. Je ne sais pas si tu auras la réponse parce que tu n'es pas conseillère à France Travail. Est-ce que l'ARS est disponible que je sois en rupture co, en démission ou même virée? Ou est-ce que, par exemple, si j'ai été virée de mon job, j'ai pas le droit à l'ARS? Elle est disponible dès lors que j'ai le droit de percevoir l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Et Ok. l'ARE, j'ai le droit de la percevoir si je suis licenciée. Même Mm. licenciement pour faute grave, je peux la percevoir. Si j'ai une rupture conventionnelle, donc tous les cas qui ouvrent droit au chômage ouvrent droit automatiquement à l'ARS. Je me permets de faire juste un petit point sur l'abandon de poste. C'est un truc dont on a entendu parler pendant très longtemps. C'était ma Je question. Ah, voilà. Donc, pendant longtemps, il y avait ce petit accord entre l'employeur et le salarié en disant, bon, tu abandonnes ton poste, je te fais un licenciement pour abandon de poste et tu auras le chômage. Ça, c'est plus possible. Il y a une loi qui est passée avec une procédure particulière. Donc, si c'est vraiment considéré comme de l'abandon de poste, eh bien, ça peut être considéré comme une démission et donc le salarié ne pourra pas percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Ça allait être exactement ma question. Effectivement, ça a été des accords faits pendant plusieurs années. Et je vais pas te mentir, moi j'en ai bénéficié quand j'étais caissière. C'était l'accord qu'on avait entre mon manager et moi. C'est vrai que ça aide à la fois pour le manager et l'employeur à pas devoir payer d'indemnité, et à la fois pour l'ex-salarié de pouvoir percevoir ses indemnités. Mais du coup, ce n'est plus valable aujourd'hui. C'est pas une faute grave qui compte dans la perception des arbres. C'est bien de le dire. Malheureusement, mais c'est bien de le dire. Ok, je suis Jane. J'ai eu ma rupture co. Tout s'est bien passé. J'ai le chômage, j'ai perçu le capital. Franchement, je vis ma meilleure vie. Et là, mon ancien employeur se manifeste de nulle part 8 mois après et essaye de faire valoir la clause de non-concurrence. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais voir un avocat. Direct. Je disais tout à l'heure, ouais, vraiment là-dessus, on n'essaye pas de faire seul. On va avoir un avocat parce qu'on peut faire des erreurs en agissant seul. Et l'idée, c'est vraiment d'être conseillé vraiment sur tout. Donc, il vient me voir en agitant la clause de non-concurrence. Donc, la première question que va se poser l'avocat, c'est est-ce que cette clause était valable? Première chose. Et ensuite, on va se poser la question de la mise en œuvre de cette clause de non-concurrence. Il y a toujours moyen de négocier, même à ce stade-là. Donc, il ne faut pas avoir peur et s'imaginer devant le Conseil des prud'hommes tout de suite. On peut négocier à n'importe quel moment. Donc, il ne faut absolument pas rechigner à consulter un avocat en droit du travail. Et juste sur la partie financière, donc je sais que beaucoup se disent ça va me coûter cher un avocat. Il y a des protections juridiques. C'est une option qu'on peut prendre qui coûte à peu près 10 € par mois. Bon, il faut la prendre avant le litige, évidemment, mais vous appelez votre banque, vous appelez votre assurance, vous leur dites « je veux l'option protection juridique » et ça vous permet d'avoir une prise en charge au moins partielle, parfois totale, mais au moins partielle des honoraires d'avocat. C'est bien de le dire parce que très souvent, en tant qu'entrepreneur, on a la possibilité, alors c'est pas obligatoire quand on est auto-entrepreneur dans la plupart des corps de métier, hors métier très spécifiques, mais dès qu'on commence à être en société, etc., ça le devient, on a l'obligation de prendre une responsabilité civile professionnelle avec l'option juridique que moi je conseille évidemment à tout le monde parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un client même qui se retourne contre nous ou d'un conflit un petit peu comme ça. Mais du coup, si elle a été contractée avant la déclaration du litige, elle nous protège aussi contre notre, entre guillemets, ancienne vie si notre employeur revient à la charge. Alors, ce qui est très important, c'est comme pour toutes les assurances, si la maison, elle brûle aujourd'hui et que j'ai pas d'assurance, l'assurance, elle va prendre en charge les dégâts. Donc, ce Oui, qu'il bien faut, sûr. c'est surtout contracter avant le sinistre, donc avant l'événement pour lequel on a besoin d'un avocat. Et il faut regarder s'il y a un délai de carence dans le contrat. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Il y a de plus en plus de personnes qui ont compris que c'était très important d'avoir une protection juridique.
Et souvent, les assurances, leur intérêt, c'est de ne pas garantir, hein. Donc, elles vont mettre en place des délais 3 mois, 6 mois. Donc, bien vérifier. Et la dernière chose à vérifier, c'est le tableau des garanties. Il ne faut pas se fier au plafond. On va vous dire souvent, non, mais c'est bon, 50 000 euros, 60 000 euros, vous êtes garanti. Il faut aller voir le tableau qui prévoit procédure par procédure, événement par événement, à combien vous avez le droit. Donc, petit conseil pour tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous écoutent, dès que vous vous mettez à votre compte, dès que vous passez à temps plein sur votre side business, ou alors même s'il est déjà en cours avec, bien sûr, l'accord de votre employeur, contractez une RC Pro avec l'option juridique dès que possible. Ça coûte 10 euros par mois. Dans le cas qu'on ne vous souhaite pas, où il y a un problème ensuite avec votre ancien employeur, si ça peut vous éviter un sacré nombre de frais juridiques, c'est quand même ça de prix, quoi. Absolument. Du coup, j'ai une question qui me vient, on n'en a pas parlé, donc là, on commence à partir chronologiquement dans tous les sens. Je monte un side business, je suis salarié en même temps, je fais les trucs un petit peu sur un coup de tête, je ne regarde pas du tout mon contrat, je ne sais pas si j'ai le droit, pas le droit, etc. Est-ce que mon employeur a le droit de me faire fermer mon auto-entreprise, mettons ? Alors, me faire fermer, non. Par contre, il peut me sanctionner. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la clause d'exclusivité. Si j'ai une clause d'exclusivité qui est valable et que l'employeur l'a brandie, il peut, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe, me sanctionner. Donc, avertissement, blâme, mise à pied, voire licenciement pour avoir créé une activité en violation du contrat de travail. Après, me faire fermer, ça implique d'autres choses sur l'aspect plus droit des affaires. C'est un peu plus compliqué, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Ok. Et donc, alors là, je pousse le bouchon un peu loin avec mon esprit machiavélique, mais non, promis, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Est-ce que du coup, même si j'ai pas le droit de créer mon entreprise, j'aurais pas tout intérêt à le faire quand même en me disant, au pire, je serai licenciée, je passe autant de temps sur mon side business. Comme c'est du licenciement, je toucherai les ARE et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Je vais pas recommander de faire quelque chose qui est interdit, mais si mon intérêt, c'est de quitter et de bénéficier de l'ARE et que j'ai pas peur d'être licenciée, si j'ai pas peur de la sanction maximale, go. Voilà. Après, évidemment, en vrai, de vrai, je poussais le bouchon un peu loin pour rigoler. Je ne recommande pas ça parce que entre le il se passe rien et entre le je suis licencié, il y a quand même tout un spectre qui est presque plus grave de blâme, mais aussi d'harcèlement insidieux au travail, de mise au placard. Et ça peut vraiment détériorer sans être licencié. Mais mon patron peut volontairement détériorer de manière très manipulatrice mes conditions de travail. Donc voilà. Oui, il y a aussi, quand on n'est pas licencié, on se dit, si je suis licencié, c'est pas grave. Mais il y a aussi, une fois qu'on est licencié, l'aspect psychologique. C'est pas évident d'être licencié. Et ça, je pense qu'on l'oublie beaucoup, mais ça fait partie des causes principales de choc psychologique. Il y a le divorce, il y a je ne sais plus quoi, et il y a le licenciement. Donc aussi, apprendre avec des pincettes cette stratégie-là. C'était pas une stratégie, hein, je précise. C'est vraiment Aline qui va fouiller dans les recoins parce qu'elle avait envie d'avoir ton feedback, mais non, c'est pas une stratégie. Je recommande même d'un point de vue éthique et humain. Oui. Voilà. Mais oui, et je vois l'échelle à laquelle tu fais référence, c'est une échelle de choc traumatique et je crois qu'il y a le divorce, le déménagement tout en haut et après il y a le licenciement qui est pas tellement... C'est ça. Je l'ai vu passer il y a pas très longtemps, je sais plus c'est quoi le nom, mais je vois très très bien. Dernière question pour toi. On a été très efficace, j'ai pu te poser toutes les questions que je voulais. Selon ton expérience et les clients que tu as pu accompagner, quelles sont les erreurs les plus commises par les salariés qui démissionnent ou passent en rupture co pour se lancer à temps plein sur leur business ? C'est de ne pas vérifier le contrat, donc clause d'exclusivité et clause de non-concurrence, on l'a dit. Sur la notion de rupture conventionnelle, c'est d'envoyer un courrier à son employeur en disant « je veux une rupture conventionnelle », alors qu'il n'y a eu aucune... Ah, il faut envoyer un courrier ? Alors non, justement, on n'est pas obligé. Et d'ailleurs, moi, je ne recommande pas d'envoyer un courrier, sauf certains cas. Mais parfois, on a des salariés qui veulent tellement éviter la discussion et ont tellement peur de se confronter à l'employeur qu'ils vont juste envoyer une lettre en disant « je demande une rupture conventionnelle ». Ça, c'est absolument à bannir si on veut l'obtenir. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Et ensuite, c'est de se lancer alors qu'on est dans une situation de harcèlement et donc avec peut-être des pressions derrière, très vulnérable et de se dire créer ma boîte, ça va être le truc qui va me sortir de là. Je pense qu'il faut être accompagné quand vraiment ça a été très très difficile dans le salariat, vraiment avant de se lancer, se poser et voir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, que ce soit pas juste l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant. Voilà, c'est ça, en se disant je vais créer ma boîte et tout va aller pour le mieux dans ma vie. Non, vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner avant de se lancer quand on a souffert. Quand tu parles de se faire accompagner, est-ce que c'est par une avocate, par une coach, par une psy? C'est quel type d'accompagnement? Là, je parlais de l'aspect santé surtout. Donc, psy, psychologue, psychiatre, coach, tout ce qui peut nous aider. Tout le monde n'est pas réceptif à la même chose, mais en tous les cas, sur l'aspect thérapeutique, je pense que ça manque et que ça crée des dégâts ensuite à moyen long terme. Je suis évidemment totalement d'accord avec toi.
toute transition de vie, même si c'est pour le mieux, même si elle est souhaitée, quand elle est aussi radicale, pour moi, se faire accompagner, c'est quand même apporter de la douceur et un fil rouge et pas devoir vivre le choc soi-même. C'est ça. Et puis, bah, tu le sais mieux que moi, même dans l'entrepreneuriat, ensuite, c'est important de suivre des accompagnements, d'être coaché, parce que ça va déclencher des choses auxquelles on n'a pas prêté attention quand on était salarié. Donc, tout de la vie, mais là, c'est beaucoup plus large, se faire accompagner, je pense que c'est indispensable. De toute façon, en étant coach, toi et moi, on va pas dire le contraire. Et effectivement, on voit toute la valeur du coaching, que ce soit de manière permanente au sein d'une vie ou alors de manière spontanée quand il y a plus besoin. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un dernier point d'attention ou un dernier conseil pour nos auditeurs, là, qui ont trop envie d'aller demander leur rupture co? Ouais, le dernier conseil, ce serait vraiment consulter soit un avocat, soit je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font des négociations de départ, mais en tous les cas, une personne qui négocie les départs avant de faire la demande, parce que tout se joue avant. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce premier pas, ça vous fera gagner du temps, de l'énergie, et puis ça va maximiser les chances de succès. Et puis, comme tu dis, des fois, juste le fait de pouvoir maximiser ses indemnités de départ, appuyer sur certaines clauses plutôt que d'autres, bah, ça va englober beaucoup plus que ne serait-ce que les coûts juridiques ou les frais d'avocat. Donc, ça vaut parfois le coup. On y est même gagnant financièrement. C'est ça. Et puis, pour parler du financier, il y a aussi l'aspect impôt. Donc, est-ce que je vais payer des impôts sur cette somme? Et l'avocat va permettre d'optimiser cette somme et de faire en sorte qu'il y ait moins d'impôts à payer, moins de charges à payer sur la somme qu'on va percevoir. Le dernier argument, s'il nous en fallait un. Du coup, Swad, toi, si j'ai bien compris, tu accompagnes les salariés à travers cette transformation et cette transition. Tu es spécialisé surtout dans la rupture conventionnelle. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, puis on voit à quel point c'est la solution qu'on souhaite à tout le monde. Avec qui tu travailles? Est-ce que tu n'interviens qu'en cas de conflit ou de problème? Est-ce que tu peux intervenir juste sur quelqu'un qui est en prévention? Dis-nous un petit peu comment on peut travailler avec toi. J'interviens effectivement en prévention. Un salarié sent qu'il ne va pas faire long feu dans l'entreprise, qu'il a besoin d'autre chose, donc il peut m'appeler pour avoir des conseils et envisager la suite. J'interviens quand il y a déjà des problèmes, et ça, ce n'est pas ma solution idéale parce qu'on a moins de possibilités d'agir quand les choses sont déjà bien problématiques. Et j'interviens aussi quand ça se passe bien. J'ai pas mal de cadres dirigeants pour qui ça se passe bien, ils pourraient rester, mais ils ont envie d'autre chose. Et ils ont fait 10 ans dans l'entreprise ou 15 ans dans l'entreprise, donc il n'est pas question non plus de partir les mains dans les poches et qui souhaitent être accompagnés pour négocier leur rupture conventionnelle. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que je fais principalement. Et j'interviens aussi comme tous les avocats, on va dire, traditionnels, devant les prud'hommes, pour saisir les prud'hommes et pour défendre les salariés victimes. Merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est vraiment la possibilité de travailler avec un avocat, même quand tout va bien. Et juste de dire, je préfère être accompagnée pour le faire, pour faire les choses bien et avoir les conditions les plus intéressantes pour moi, mais que je ne suis pas obligée de penser avocat que quand il y a la problématique challenge, problème, conflit ou autre. Exactement. Et je suis même allée jusqu'à organiser avec l'avocat adverse le départ d'une salariée qui négocie sa rupture conventionnelle. Donc, ça peut très, très bien se finir. Ah, mais j'adore cette anecdote. Je vois trop le truc. Ça me paraît improbable. mais c'est très drôle. En tout cas, merci beaucoup. Puis je mettrai le lien de ton site internet et si tu souhaites me le communiquer à un réseau social, un LinkedIn ou quelque chose, si les gens souhaitent te contacter. Merci beaucoup pour ta générosité, pour la clarté de tes réponses. J'avais un peu peur du flou juridique et de pas tout comprendre parce que j'y connais pas grand-chose. Et en fait, j'ai trouvé que tu as rendu ça extrêmement clair. Donc, merci pour ça. Merci à toi, Aline, pour l'invitation. Et puis, à très vite alors. À bientôt. Et voilà à tous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je retiens 2 choses. Déjà, la nécessité de checker la clause de non-concurrence et la clause d'exclusivité dans son contrat de travail. Toujours, toujours, toujours. Mais également le fait qu'il est tout à fait possible de faire appel à un avocat en droit du travail de manière proactive, même s'il ne s'est pas forcément passé de drama dans son job au quotidien, pour ne serait-ce que commencer à négocier son départ, négocier sa rupture conventionnelle, et qu'un avocat n'a pas besoin forcément d'intervenir frontalement, c'est-à-dire d'intervenir et d'être en contact avec votre patron, mais qui peut juste être là en conseil de votre côté sans que votre patron n'en sache jamais rien. Et ce que je trouve est un super accompagnement pour savoir où on met les pieds et à quoi faire attention. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous a donné toutes les bribes dont vous avez besoin. Comme dit, je mettrai tous les liens cités dans cet épisode ainsi que les liens des réseaux sociaux de Swad si jamais vous souhaitez la contacter. Et si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir, à se faire connaître et ça récompense aussi le travail de mes invités. Donc encore merci pour ça. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!